premier établissement de santé et employeur de l'Isère, le CHU Grenoble-Alpes s'engage pour réduire son empreinte carbone. Ça passe par des biberons en verre dans les crèches, récupérer les frigories extérieures vers les blocs opératoires ou encore maîtriser le chauffage cet hiver. Vivre sa vie à Grenoble. Il y a une semaine, Jean-Luc Godard choisissait sa fin, son director's cut à l'âge de 92 ans, entre 1974 et 1977. C'est à Grenoble que le réalisateur avait voulu réinventer son cinéma. Retour dans les coulisses de la Cinémathèque avec son président. Retour donc sur les années grenobloises de Jean-Luc Godard. Et puis l'année aura été chargée pour la 27e brigade d'infanterie de montagne et les prochains mois devraient l'être tout autant. Le général Paul Sanzé, qui commande la BIM, fera le point sur ses missions passées, présentes et futures. Ce sera à la fin de ce JT. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce JT du mardi 20 septembre 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Faire des économies pour faire passer le message de l'écologie. Selon un sondage OpinionWay, 71% des Français seraient prêts à baisser le chauffage chez eux en réponse à la crise énergétique. Au CHU Grenoble-Alpes, l'idée fait aussi son chemin pour cet hiver, d'autant que l'hôpital s'est lancé depuis quelques années déjà dans une démarche de développement durable. Arthur Glory. Le CHU prend de nouvelles mesures pour réduire son empreinte carbone. Alors que le bilan de 2018 du premier établissement de santé de l'Isère établissait ses émissions de gaz à effet de serre à 176 000 tonnes par an, le Chouga multiplie les actions pour l'environnement. Un engagement volontaire de la part de l'ensemble du personnel. On agit sur énormément de sujets différents. Nous avons une structure de gouvernance qui est organisée avec un copil, des groupes de travail, un plan d'action, des actions qui montent, qui redescendent, qui sont suivies. Nous avons à nouveau un chargé d'écologie, de développement durable qui va nous aider pour arriver à porter toutes ces actions. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une adhésion extrêmement forte de tous les professionnels du CHU et qu'on a vraiment envie d'aller beaucoup plus loin. Dès cet hiver, le CHU mettra en application son plan de maîtrise des températures de chauffage sur les recommandations du gouvernement. Mais d'autres actions ont déjà été mises en place, le remplacement de l'éclairage par des LED, le changement de lessive, le bio-nettoyage des sols ou encore le passage au biberon en verre dans les crèches permettent de faire des économies. Et des changements, il y en a aussi pour les soignants. Les anesthésistes, par exemple, devront limiter leur utilisation de gaz. On a 2 gaz qui permettent aux gens de rester endormis pendant l'opération. Donc un qui s'appelle le Sévorane, qui réchauffe 350 fois plus l'atmosphère que le CO2 et qui reste 1 an dans l'atmosphère. Et on a également un deuxième gaz qui s'appelle le Desflurane, qui réchauffe 3700 fois plus que le CO2 et qui reste 14 ans dans l'atmosphère. Donc tout notre travail, c'est d'essayer de faire changer les pratiques et de faire utiliser à nos collègues plutôt le Sévorane qui est moins polluant versus le Desflurane ou alors des produits intraveineux ou des alternatives comme de l'anesthésie loco-régionale. Déjà servi une fois par semaine au SELF depuis mai dernier, des repas végétariens seront proposés tous les midis. Des groupes de soignants réfléchissent aussi à rendre obligatoire des outils réutilisables. En moyenne, les établissements de santé représentent 3,5% de la production de déchets au niveau national, soit 700 000 tonnes par an. Le CHU qui participe aussi à la semaine du développement durable et organise à son tour un ramassage de déchets autour de l'hôpital Michalon et Couple Enfants ce samedi. Pour participer à cette Clean Walk, rendez-vous à 9h30 sur le parvis Beldon. Le ver qui revient en partie sur la végétation iséroise avec les pluies enregistrées depuis la mi-août. En conséquence, le préfet de l'Isère a décidé de diminuer les restrictions sécheresse de 4/4 à 3/4 sur toutes les unités de gestion liées aux eaux superficielles, ce qui reste quand même une situation d'alerte renforcée. La situation donc est toujours alarmante, particulièrement sur les ressources en eau potable de certains coteaux. On attend donc la pluie. Voilà, pour ça, c'est beau parapluie. Il faudra attendre les bonnes faveurs du ciel qui, selon les prévisions météorologiques,
météorologique devrait être dans la moyenne des cumuls de précipitations pour septembre. Et puis pour verdir votre bout de jardin, lui apporter un peu d'ombre et parce qu'aussi c'est plus joli, la ville de Grenoble vous offre un arbre. Aulne de Corse, chêne vert ou encore tilleul à petites feuilles, pêcher, pommier ou plaque minier, 600 arbres de 23 espèces différentes sont distribués cette année, c'est 2 fois plus que l'an dernier. Et sont sauvages local ou méridional ou bien arbres fruitiers, particuliers, entreprises ou collectivités sont concernés. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 octobre sur la plateforme Végétalise ta ville accessible par grenoble.fr. Les arbres seront à récupérer le 19 novembre au centre horticole dans la limite de 5 par particulier. L'arbre est une citation de la nature, une phrase signée Jean-Luc Godard. L'histoire du réalisateur décédé la semaine dernière à son domicile en Suisse passe aussi par Grenoble. En 1974, après ses grands succès, le Redoutable avait choisi la capitale des Alpes pour reprendre tout depuis le début. Les explications du président de la Cinémathèque de Grenoble et de Lina Badreddine. C'est ici, rue de Belgrade, que près de 50 ans plus tôt, Jean-Luc Godard avait installé son studio Son-Image. Entre 1974 et 1977, lorsqu'il vivait dans la capitale des Alpes, il a tourné Numéro 2, un film documentaire dans lequel il se montre et parle de son cinéma. C'est une œuvre expérimentale dans laquelle il suit la vie d'une famille à travers plusieurs générations. Pour lui, il voyait cette période de Grenoble comme une renaissance. C'est-à-dire que si le film s'appelle Numéro 2, c'est pas tellement en lien avec son histoire, mais plutôt avec la sienne en tant que cinéaste. C'est-à-dire, il considérait qu'à bout de souffle, son grand succès des années 60 était le film numéro 1. À la Cinémathèque, quelques archives évoquent le passage de Godard à Grenoble, comme ce document assez rare, le scénario d'un épisode de 6x2, série qu'il a aussi réalisée ici. Ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'on voit Godard est considéré un peu comme un génie du cinéma qui va poser des questions à un cinéaste amateur sur ce qu'il fait et comment il fait. Un cinéaste amateur parle de son désir et montre un peu comment il travaille et ne travaille pas ce désir. Enregistrer la nature, regarder un paysage et se mettre à son écoute. Et cette période bien particulière fut surtout celle où le cinéaste s'est essayé à la vidéo, aux côtés de Jean-Pierre Boviala, ingénieur à la tête d'Aton. Ils ont élaboré ensemble une caméra 8-35, c'est-à-dire une caméra amateur, mais qui pouvait filmer sur un support adapté aux salles de cinéma. Le scénariste, réalisateur, dialoguiste, mais aussi monteur de ces films, a laissé d'autres traces, comme ce son d'or, un magnétophone professionnel qui a continué à être utilisé après son départ. Cette machine était asservie à la table de montage et donc il avait 3 pistes supplémentaires. Puis ensuite, il a utilisé ces premières machines-là en audio numérique, donc il y avait 12 pistes ou 24 pistes sur de la bande. C'est intéressant parce que ce qu'il a développé, c'est un geste très particulier parce que le montage, d'habitude, c'est couper et coller ensemble et monter ensemble. Et lui, en fait, il ne faisait pas ça, il ne coupait pas, il copiait sur des pistes suivantes, copier, mixer et dans l'idée de multiplier les pistes. Si ces films étaient donc si différents, c'est aussi car Godard adoptait des manières de faire et des techniques bien à lui. La Cinémathèque de Grenoble prévoit de rendre hommage à Jean-Luc Godard le 3 décembre. Le réalisateur aurait eu ce jour-là 93 ans. Leur spécificité les conduit à agir aussi bien sur le territoire français qu'à l'étranger. Les soldats de la 27e brigade d'infanterie de montagne n'ont pas chômé ces derniers mois. L'année 2023 devrait également apporter son lot de missions. On va y revenir avec vous, Général Paul Sonzé. Bonsoir. Bonsoir. Vous commandez donc la 27e BIM et ce mardi après-midi, vous présentiez vos actions à la presse dans les salons de l'hôtel des troupes de montagne, place de Verdun à Grenoble, où se trouve l'état-major. Le 27e BIM, c'est donc l'unité de l'armée de terre qui regroupe l'ensemble des troupes de montagne, c'est bien ça? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et en plus de l'état-major à Grenoble, on retrouve aussi plusieurs unités qui sont basées à Vars. Vous pouvez peut-être nous les rappeler? Alors effectivement, en Isère, il y a en gros 6400 militaires ou familles de militaires qui sont principalement implantés à Vars, avec notamment le 93e régiment d'artillerie de montagne, qui est bien connu, et le 7e bataillon de chasseurs alpins, qui est bien connu aussi, même s'il est descendu de Bourg-Saint-Maurice il y a à peu près 10 ans. Donc on a fêté ça
tout dernièrement à Vars. Alors, quand vous parlez de 6400 familles, elles sont toutes basées donc, sur ce territoire. Il y a et c'est des familles aussi qui font vivre Alors, je me suis peut-être mal exprimé. C'est à peu près 1200, 1300 familles. Parce que ça fait beaucoup, 6400. 6400 ressortissants. Voilà. D'accord. Donc, les militaires et leurs familles. D'accord. Donc, les chasseurs alpins, ce sont évidemment... c'est la troupe la plus emblématique dont vous avez fait partie. C'est clair qu'on fait partie des meubles ici en Isère et dans les Alpes. Et c'est surtout parce que nous sommes issus de ces territoires, nous avons combattu sur ces territoires et nous nous entraînons pour nos opérations, évidemment, dans les massifs alpins. Quels sont les terrains sur lesquels ont été engagées vos troupes cette année ? Alors en 2022, comme vous le savez, les événements dans le centre de l'Europe nous ont amenés à déployer un groupement tactique, c'est-à-dire à peu près un bataillon en Roumanie. Et donc la brigade de montagne a déployé en 6 jours 550 montagnards, soldats de montagne, sous les ordres du colonel Minguet qui commande le 27e bataillon de chasseurs alpins à d'Annecy. Ils ont été projetés à Constanza et ensuite ils se sont déployés en Roumanie aux côtés de nos alliés pour manifester la présence et la solidarité de la France vis-à-vis d'une éventuelle agression. Voilà, donc on voit quelques images qui ont justement été tournées en Roumanie. En quoi consistent ces missions ? C'est des missions de ce qu'on appelle la réassurance, c'est-à-dire qu'on fait jouer la cohésion de l'Alliance Atlantique en manifestant concrètement par l'envoi d'unités militaires capables d'engager le combat avec des munitions réelles. Donc il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner et ils continuent de s'entraîner sur place de façon à être prêt à toutes les éventualités. Et donc on a joué on a réalisé le même genre de mission, même si c'était moins visible, en Estonie, puisque nous avons déployé cette fois-ci le 7e bataillon de chasseurs alpins en Estonie, d'un volume d'à peu près 200 soldats de montagne. Et nous avons renouvelé cette mission, puisque actuellement encore, ils sont déployés dans la région. L'Afrique, c'est fini ou pas tout à fait ? Les troupes sont revenues du Mali ? L'Afrique, c'est jamais fini. D'abord parce que les pays africains sont heureux de nous compter parmi leurs alliés pour lutter contre le fondamentalisme. Et donc nous avons une mission qui se présente à nous à la fin décembre, plutôt début janvier, où à nouveau la brigade de montagne enverra à peu près 2000 des siens sur les territoires du Niger, du Tchad, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Les soldats qui partent comme ça, et ils sont préparés psychologiquement aussi ? Ils sont préparés physiquement, tactiquement, techniquement et bien sûr psychologiquement, puisque oui, il faut être prêt à encaisser les coups, le doute, la situation qui parfois est instable. On se souvient des difficultés qu'on a eues, que la France a pu avoir au Mali. Donc le choix a été fait de quitter ce territoire compte tenu de la pression qui était mise par des groupes tels que Wagner ou d'autres. Donc nous sommes maintenant déployés en dehors du Mali et donc à la demande des pays africains, nous les aidons à former leur armée et à aller au combat si nécessaire. Est-ce que l'armée française, l'armée française, oui, mais en tout cas, est-ce que la 27e BIM pourrait retourner à l'Est dans les prochains mois ? C'est parfaitement possible pour 2 raisons. La première, c'est que nous activons en permanence un élément de réaction rapide, d'intervention. Nous sommes une brigade légère, une brigade d'alerte. Donc c'est vraiment dans nos gènes. La deuxième raison, c'est que nous sommes spécialistes dans le froid et la montagne. Et en période hivernale, s'il fallait se déployer à nouveau, ce serait évidemment dans les cordes de la 27e. C'est la raison pour laquelle nous nous entraînons de façon très, très dense, j'allais dire presque sans nous arrêter. Et j'ai coutume de dire que le soldat de montagne, c'est un peu comme le sportif de haut niveau. Les uns préparent les Jeux Olympiques, nous on se prépare pour une compétition sans savoir vraiment quand seront les Jeux Olympiques. Ouais, sans savoir quand ça va commencer et quand ça va se terminer. Il faut être prêt. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours présent sur les missions en France, la mission Sentinelle par exemple ? Oui, nous sommes actuellement, donc le 13e bataillon de chasseurs alpins est en région parisienne. Et puis ça fait partie des missions que nous assumons et dans les grandes villes de France et si besoin à Grenoble ou ailleurs. Si l'armée communique plus aujourd'hui, comme la conférence de presse que vous avez donnée cet après-midi, est-ce que c'est aussi par besoin de se faire connaître, de recruter sur les métiers de l'armée de terre ? Je pense que l'armée de terre a besoin de continuer à recruter, mais s'il n'y a pas de besoin supplémentaire, comme je le disais récemment, finalement les crises internationales
mettent en avant le métier militaire et nous amènent beaucoup de volontariat. Donc les troupes de montagne ne sont pas en reste et elles sont bien visibles dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je vous invite à venir consulter les réseaux sociaux de la 27e BIM, 27e Brigade d'Infanterie de Montagne, sur Twitter, Instagram ou Facebook. Voilà. Mais c'est vrai que nous recherchons des métiers, aussi des métiers qui sont peut-être moins connus dans les armées, comme la maintenance, c'est-à-dire la capacité à intervenir sur les matériels pour les réparer, ou bien des spécialistes des systèmes d'information et de communication, parce que voilà, pour tenir un point haut en altitude pendant une semaine et faciliter les liaisons radio ou les liaisons satellitaires, il faut une certaine technicité. Donc on les forme comme des experts de la montagne et des Alpes, et comme des experts des systèmes d'information. Avant de nous quitter, je crois que vous avez un petit coup de cœur littéraire. Oui, je voulais vous signaler l'existence de ce livre qui a été écrit justement par le colonel Minguet sur le sentier des guerres et qui relate finalement 16 années de vie d'officier des chasseurs alpins. Donc le livre est paru juste après son retour de Roumanie, mais ça ne veut pas dire qu'il l'a écrit en Roumanie, puisqu'il avait autre chose à faire. Il l'avait écrit avant. Merci beaucoup, Général Sonzé. Je rappelle que vous commandez la 27e Brigade d'Infanterie de Montagne. Merci. Je vous remercie. C'est la fin de ces JT que vous retrouvez dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.